Aujourd'hui, dans la richesse des différences, on parle d'orgueil versus la fierté, parce que c'est une subtilité des plus importantes pour te permettre d'accéder à une valorisation de soi. Donc, comment te comportes-tu lorsque tu es fier de toi? Est-ce que tu partages ta joie? Est-ce que tu restes discret ou discrète? Est-ce que tu te caches par respect pour ceux qui échouent? Est-ce différent lorsque tu as honte? Donc, c'est le sujet du jour. On entend des expressions comme s'enfler la tête, gonfler son ego, se vanter, péter de la broue, faire son frais, se gonfler d'orgueil. Son orgueil en a pris un coup. Ça va remettre son ego à sa place. Tant d'expressions pour gérer le phénomène de la fierté. Bienvenue dans la richesse des différences, le podcast où l'on démystifie les subtilités de la vie et on s'ouvre à une réalité plus vaste. On choisit de comprendre au lieu de juger, en explorant les différences dans les mots, les façons de penser et d'être. Parce que lorsqu'on se sent vu, entendu et compris, on se sent enfin libre d'être vrai. Chaque épisode est une invitation à revoir et à créer ta propre vérité. On y va aujourd'hui avec comment accéder à la fierté même dans la honte. Où est la limite entre fierté et orgueil? Parce que c'est souvent là que ça se passe. On a tendance à s'effacer. C'est comme si on avait peur de s'enfler la tête ou qu'on nous avait dit « Reste low profile, reste discret, tais-toi, efface-toi, parce que si t'es fier puis que tu prends toute la place, c'est de l'orgueil. » C'est vraiment fascinant parce que j'accompagne des solopreneurs, comme tu le sais probablement déjà, puis quand on arrive dans le processus où est-ce que, tu sais, être solopreneur, là, à la base, là, c'est choisir de croire que tu as quelque chose à offrir. Donc, veux pas, t'es supposé d'être fier, là. Mais il y a une étape dans mon accompagnement quand on est rendu là avec les solopreneurs, quand on est rendu à assumer sa grandeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à être fier de soi. Ben, la majorité sont tellement freinés. Et souvent, c'est tellement inconscient parce que ça a été inculqué comme une espèce de brainwashing, de préceptes qu'on a acheté sans même se poser la question quand on était enfant. Faut pas s'enfler la tête, faut pas prendre toute la place et tout ça. Donc, et c'est là, par le biais du soloprenariat, que souvent on va avoir à s'en rendre compte à quel point on a tendance à freiner notre rayonnement. Parce que de la fierté, c'est un espace de reconnaissance, là. Donc, si t'arrives puis que quand t'es fier de toi, t'es comme tu te donnes une petite tape bien discrètement, t'en parles pas à personne, c'est un espace où est-ce que tu t'éteins inconsciemment, spontanément, naturellement, parce que la plupart des gens, on a appris à pas prendre trop de place, à être discret. C'est encore pire chez les hyperempathes qui, eux, vont avoir l'impression que s'ils prennent leur place, qu'ils vont prendre la place de quelqu'un d'autre. Donc, c'est une espèce de réflexe d'effacement pour laisser de la place à l'autre comme si il y avait pas de place pour tout le monde. Fait que c'est vraiment un espace que je veux amener de la subtilité, de la démystification pour si c'est ton cas, que tu te vois, pour arrêter de le faire parce que ça n'a aucun bon sens. Mais aussi pour, surtout si t'es solopreneur, ça peut avoir un impact sérieux sur ton phénomène pour magnétiser ta clientèle, accéder à tes clients, récolter des témoignages, ce qu'on essaye de mettre sur notre site web désespérément, tout ça nécessite que tu sois capable de recevoir fièrement la reconnaissance qu'on te doit, que tu te dois pour tes réalisations, quelles qu'elles soient, là. Ça peut être de l'art, ça peut être parce que tu fais de l'accompagnement, ça peut être parce que tu as développé un outil quelconque, ça peut être n'importe quoi. Fait que c'est super important que tu accèdes à ce droit à la fierté-là. Alors, pourquoi sommes-nous, là, je te pose des questions spring, et là, tu vas me trouver bébé lala, mais j'ai décidé d'intégrer des petits sons pour marquer les changements
d'étapes dans le podcast pour dire au cerveau, regarde, OK, dossier clos, là, on passe à la prochaine étape. Alors, je te fais ton petit son. C'est le son du jour pour passer à l'étape suivante. Donc, on arrive dans l'espace où est-ce que je te pose des questions spring pour t'amener dans une réflexion et peut-être un repositionnement qui te ferait sûrement du bien. Donc, pourquoi sommes-nous gênés d'être bons? Ça vient d'où ça, d'être gêné d'être bon? C'est vraiment juste, admettons, prends l'exemple, je ne sais pas, moi, tu es en 4 ou 5e année ou 6e année, en tout cas, tu sais, l'espace où tu commences un petit peu à te comparer puis à développer peut-être une estime de toi. Puis là, tu as 98% ou tu as un 100%. Est-ce que tu es capable de revoir soit toi en tant qu'enfant qui était là ou ceux qui étaient là? Est-ce que c'est très, très, très facile de se cacher pour pas passer pour la bolle. C'est pour pas passer pour un nerd. Donc, il y en a beaucoup qui vont avoir des belles notes puis qui vont se cacher. Donc, comment on peut être gêné d'être bon? Et c'est vraiment parce que il y a un phénomène qui est connexe à ça, puis je vais y revenir un petit peu plus loin. Maintenant, deuxième question, Spring. Pourquoi est-ce si difficile de recevoir des compliments ou de s'en faire? Et c'est vraiment drôle parce que récemment, j'ai vécu d'expériences où est-ce que j'étais allée voir un concert, puis il y avait un musicien que, tu sais, j'essayais de dire, waouh, c'était vraiment génial, c'était super, blablabla. Puis là, le musicien était comme, waouh, puis là, il était comme pas fier, puis il se jugeait, puis tu sais, se diminuait. Puis au lieu de regarder juste ses points forts, ben il regardait juste ses petites faiblesses. Donc il y avait comme un gros déséquilibre. Et là, tout à coup, je m'en vais voir un autre musicien, puis là, je dis, waouh, c'était tellement hot, c'était super génial. Et encore une fois, je suis comme emballée par sa performance puis tout ça. Et là, il dit, waouh, merci beaucoup. Et là, j'avais comme une espèce de légèreté qui a coulé. J'ai fait comme, ah, ça fait donc bien du bien. Quelqu'un qui accepte de recevoir un compliment. Et ça a été plus fort que moi. Je lui ai communiqué mon ressenti. J'ai dit, waouh, ça fait donc bien du bien. Quelqu'un qui accepte de recevoir un compliment. Et il m'a répondu, ben, j'ai pas tendance à m'en faire ben. Donc, quand j'en reçois, je les prends le plus que je peux. Et j'ai trouvé ça tellement mignon, tellement inspirant parce que c'est vrai que c'est difficile. On n'a pas appris à se valoriser nous-mêmes, mais lui il avait compris qu'il fallait que, tu sais, que c'était important d'y arriver, fait qu'il se pratiquait avec les compliments des autres, fait que j'avais trouvé ça vraiment mignon. Puis ça m'a, tu sais, ça m'a amené, c'est comme si ça m'avait donné préparé pour le tournage de ce matin. C'est comme si ça m'avait amené la subtilité que c'est vrai que c'est dur de se reconnaître à sa juste valeur. C'est dur d'élever notre estime de nous-mêmes parce que c'est comme notre façon de se mesurer, de se qualifier, de se quantifier, veut pas, ça se fait par comparaison. Puis malheureusement, c'est ça qui est plate, qui est dommage par rapport à la comparaison, c'est qu'on n'a jamais une comparaison identique à ce que nous sommes. Ça n'arrivera jamais. Il y a personne qui est nous. Il y a personne qui a vécu notre route. Il y a personne qui vit les mêmes challenges par rapport à s'améliorer, à performer ou peu importe. Donc, malheureusement, la comparaison n'est jamais pertinente. Donc, quand vient le temps de se valoriser, la seule valorisation pertinente, c'est de nous-mêmes à nous-mêmes. Et ben, il y a personne qui est au courant. Fait que c'est à nous d'arriver à nous croire dans notre comparaison de nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on va souvent entendre parler lorsqu'on parle d'accompagnement, de coaching, de performance ou peu importe. On va souvent inciter les gens à se mettre un outil de mesure. Donc, quand on parle d'un SMART objectif, je ne sais pas si tu as déjà côtoyer cette appellation-là. Mais dans ça, il y a, dans SMART, là, le M, c'est mesurable. Donc, c'est important que lorsqu'on s'observe, lorsqu'on veut s'améliorer, ben c'est important de se mettre des espaces où est-ce qu'on peut mesurer notre amélioration, mesurer nos étapes, parce que
quand on a un objectif, ben l'objectif, il peut être loin, là. Donc, il y a peut-être 10 étapes, mais il y en a peut-être 50 étapes pour atteindre notre objectif. Donc, si on n'est pas capable de voir chaque pas qu'on fait pour s'améliorer, pour avancer, ben comment on peut développer et nourrir notre fierté, quantifier, qualifier notre accomplissement, notre amélioration, notre progrès. Donc, c'est plus dur d'accéder à la valorisation si on ne peut pas mesurer que ce soit l'amélioration ou les pas qui sont faits pour cheminer vers. Donc, c'est vraiment des subtilités qui sont importantes à se donner, qui va nous permettre de nous valoriser et d'accéder à un espace de fierté totalement légitime. C'est ça qui est un petit peu que moi je trouve triste au niveau de la fierté, c'est que si tu touches à la fierté d'une façon quelconque, ça peut juste venir de l'intérieur, là. C'est juste toi qui sais. Donc, cette fierté-là est toujours légitime, qui est pas tout à fait la même chose par rapport à l'orgueil. On y revient plus tard. On passe à la question suivante. Je suis très bébé Lala. Donc, prochaine question, Spring. Comment est-ce possible d'avoir peur d'être trop fier? Donc, l'expression que je disais tantôt, s'enfler la tête, se gonfler l'ego, se gonfler d'orgueil. Pourquoi ce serait un problème? Tu sais, c'est vraiment, c'est fou. Est-ce qu'on peut être trop fier? Et souvent, ce que j'enseigne, que ce soit à mon école ou en accompagnement, quand je dis aux gens, observez-vous, écoutez-vous parler et tout ça, dès qu'on qualifie ou quantifie quelque chose, donc dès que c'est trop, OK? Dès que c'est trop, ça veut dire que tu as un standard qui a défini le trop. Parce que à la base, c'est. OK? Dès qu'on dit que c'est trop ou que c'est pas assez, ça veut dire que c'est un ego, c'est une croyance, souvent amenée par une identité ou une comparaison ou une relation. Donc, dès qu'on dit que c'est trop, c'est parce qu'on a une croyance. Alors, c'est un bel espace, encore une fois. On peut pas être trop fier. On peut juste être fier. OK? Si c'est trop, ça veut dire qu'il y a une croyance qui dit que tu vas t'enfler la tête, que c'est un problème. Il y a quelqu'un qui t'a convaincu que tu serais jamais assez, là. OK? Donc, c'est super important de te voir dans cet espace-là. Tu peux jamais être trop fier, tu peux juste être fier. OK? Qui nous a convaincus, donc l'autre espace de conscience qui est conjoint à ça, qui nous a convaincus qu'on ne devrait pas être fier de nous? Ça vient d'où cette connerie, si je peux me permettre, ou est-ce qu'on n'a pas le droit d'être fier de nous? Donc, oui, la majorité du temps, ça va être nos parents. Sinon, c'est le cadre scolaire, c'est sûr, parce que le cadre scolaire, c'est un espace à haute comparaison. Donc, non seulement on est évalué par nos professeurs, donc il y a tout le temps le principe de la quantification, mais en plus, on est confronté que ce soit parce que le professeur soumet les résultats de tout le monde, que ce soit parce que justement les jeunes dénoncent, révèlent leurs résultats, puis se comparent pour se valoriser. Donc, le cadre scolaire, c'est un espace à haute comparaison. Donc, c'est l'espace où ce que soit tu te propulses puis tu développes ta capacité à te valoriser, ou tu t'écrases, excuse-moi, ou tu t'écrases pour justement ne pas péter de la broue ou prendre trop de place ou peu importe. Donc, c'est si tu as tendance à freiner ta valorisation puis à être fier de toi, ben essaie de voir ça vient d'où, est-ce que ça vient de toi ou ça vient de quelque part pour vraiment pouvoir te repositionner dans ça. Et moi, c'est la dernière expression, ça vient vraiment de moi. Ben, pas de moi comme tel, mais pour moi, ça a eu un impact important dans ma vie. C'est l'expression toujours avoir l'air de ce qu'on veut devenir. C'était vraiment drôle parce que à une époque, je travaillais dans de la vente porte à porte. Et j'accordais de l'importance à bien paraître pour pas avoir l'air d'une itinérante, dans le fond, quand je cognais aux portes des gens. Donc, je m'habillais quand même professionnellement, si on veut. Et c'était vraiment drôle parce que il y avait justement notre coach lors du meeting le matin et qui avait souligné le fait que
Elle, c'était son motto, sa devise un petit peu, de toujours avoir l'air de ce qu'on veut devenir. Et elle avait dit, regardez, Chantal, elle a choisi d'avoir l'air de ce qu'elle veut devenir. Elle savait que tous ceux qui travaillaient là, c'était pas parce qu'ils étaient riches là. Donc, elle savait bien qu'on était là en quête de faire de l'argent là. Donc, j'avais trouvé ça super intéressant parce que en effet, ce qu'on dégage, ce qu'on émet, c'est l'espace de on veut être vu comme on se voit. On veut être vu comme ce à quoi on aspire. Et c'est ce qui a fait un petit peu qui a été nocif à une certaine époque parce que le paraître a tellement pris d'ampleur que à un moment donné, on savait plus à quoi se fier parce que justement, l'apparence était tellement facile, une espèce de d'outil de manipulation qui faisait qu'on savait plus à qui faire confiance, qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux. Et c'était parfait parce qu'on avait à se repositionner là-dedans puis à se rendre compte qu'il n'y a pas que l'apparence. Mais à une époque, ça a pris tellement de place qu'il n'y avait que le paraître. Le dimanche matin à l'église, sur le perron, si t'étais pas bien mis, ben t'étais pas un bon parent, t'avais pas des bons enfants, tu sais, il y avait comme ça prenait une ampleur démesurée le paraître. Et aujourd'hui, on est comme rendu dans l'opposé, où est-ce qu'on est en quête de garde, j'ai de l'air de ce que j'ai de l'air, puis je m'en fous de ce que j'ai de l'air parce que on est en train d'apprendre à toucher à l'espace où est-ce que, regarde, moi je sais ce que je vaux, puis c'est pas, tu sais, comme moi, ça fait des années je me maquille plus, parce que je me disais, qu'est-ce que je cherche en me maquillant, puis tu sais, j'étais une enseignante d'authenticité, donc pour moi, de me maquiller, c'était comme à qui j'essaye de faire croire que je suffis pas tel que je suis. Fait que, tu sais, et éventuellement, ben, quand j'ai eu les cheveux blancs, ben là, je me trouvais fade. Donc, je voulais pas me déguiser puis me maquiller pour arrêter d'être fade. Donc, j'ai coloré mes cheveux pour mettre de l'éclat parce que pour moi, je suis éclatante, je ne suis pas fade. Donc, c'est toutes des subtilités qui que de plus en plus aujourd'hui, on est conscient de l'impact de ce qu'on émet comme apparence, oui. Mais moi, ce que j'enseigne, c'est l'impact de notre conception de nous, qui est très différent de... Parce que tu pourras mettre le plus beau complet que tu as. Si tu marches, comme on dit, la queue entre les deux jambes, là, la tête entre les deux jambes, ou, tu sais, le non-verbal parle. Si tu n'es pas capable de regarder les gens dans les yeux, par exemple, ou si ça t'angoisse de regarder les gens dans les yeux. Donc, tout ça, les comportements, puis le non-verbal, révèlent ta conception de toi, comment tu te conçois. Mais au-delà de ça, donc au-delà du costume, au-delà de, t'es capable de regarder dans les yeux parce que tu affrontes au lieu de te cacher, donc tu arrives à gérer et ton physique et ton non-verbal, ben la place où ce que ça ne ment jamais, c'est ton œuvre quantique, donc ton émission quantique. Ton corps, tu le vois comme un émetteur-récepteur d'informations. Et ça ne ment pas, malheureusement. Donc, quand même que tu auras le meilleur, le plus bel habit, la plus belle robe, que tu auras l'esthéticienne qui aura passé, que tu gères ton non-verbal d'une façon impeccable. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que l'autre, si tu n'as pas confiance en toi vraiment, si tu n'es pas fier de toi, si tu ne t'estimes pas comme quelqu'un qui suffit, donc soit que tu te conçois comme trop ou pas assez de quoi que ce soit, ben la personne, quand elle va entrer en contact avec toi, elle va sentir une distorsion qui va être inconfortable et elle ne saura pas pourquoi, parce que c'est une conversation quantique, donc dans l'intangible, qui se fait. Et souvent, on se dit, ben voyons comment ça que ça marche pas. Ben c'est là que ça se passe, c'est dans l'échange quantique, l'échange vibratoire, qui ça ne peut pas mentir. Donc c'est pour ça que c'est si important que tu arrives à accéder à une fierté de toi pour être capable de te valoriser à ta juste valeur, qui va faire que l'orgueil n'aura plus sa place. Et c'est là que je veux te parler d'orgueil, parce que dans le fond, la différence, elle est très subtile. Puis c'est pour ça que j'ai jugé pertinent de faire un épisode là-dessus, parce que je me suis rendu compte que si on ne comprend pas la différence entre la fierté et l'orgueil, on se prive de la fierté.
Alors, pour suivre ma petite gorgée d'eau, on va refaire le petit bruit pour signaler qu'on passe à l'étape suivante de l'émission. Donc, comment moi, j'ai accédé à cette subtilité-là de l'orgueil versus la fierté? Et c'est vraiment, je l'ai dit dans plusieurs épisodes, je le dis souvent en réseautage, je le dis partout parce que je jouis de ma sortie de prison. J'ai été une prodigieuse hypocrite pendant 42 ans de ma vie. Ça veut dire quoi? C'est que j'avais réussi justement à me faire à croire, parce que c'est ça, dans le fond. Si on essaye de faire à croire à d'autres, ben, on se fait à croire à nous. OK? Donc, j'étais arrivée à me faire croire que j'avais confiance en moi, que j'avais une force incroyable, que j'étais solide, que je savais tout, j'essaye de tout voir l'ampleur de ma folie. Donc, tous ces espaces-là où j'avais réussi à me faire à croire que, OK? Un ego, c'est ce que tu crois que tu es. Donc, dans l'espace où j'avais réussi à me faire à croire tout ça, que j'étais donc ben haute, solide, forte, invincible, inébranlable, et que j'avais une confiance en moi. Tu sais, je marchais, là c'est sûr que si t'écoutes en audio, tu vois pas, là, t'es le voir en vidéo, là, mais tu sais, gonflé, le torse gonflé, les épaules droites, les bras quasiment plus larges que moi, une démarche ferme et tout ça. Donc, ça a été pour moi c'est mon système de survie, veux pas, à l'époque, j'étais pas consciente, mais c'est mon système de survie qui m'a fait m'égarer dans cette prison-là où est-ce que j'avais à faire à croire à tout le monde et le plus possible à moi que j'avais tout ce qu'il fallait et que j'étais forte et solide et non pas vulnérable et brisée, qui était la vérité. Donc, étant donné que j'étais vulnérable et brisée, mon niveau d'hypocrisie était propulsé. Et lorsque tu es dans cet espace-là et qu'il y a comme des petits bouts de ton imposture, de ton costume, de ton hypocrisie qui s'effondrent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oups, tu t'échappes à pleurer devant quelqu'un. Oups, tu fais une dépression, puis tout à coup, il y en a qui sont au courant. Tu n'arrives plus à te cacher aussi bien. Tu te trompes. C'est quelque chose d'aussi simple que se tromper, c'est un affront épouvantable. Ne pas savoir aussi, c'est un affront épouvantable lorsqu'on transporte un costume, une imposture comme ça. Donc, quand tu arrives dans cet espace-là, là, tu comprends que tu t'étais gonflé, que tu t'étais rempli, que tu avais nourri une illusion, que tu avais nourri une imposture, une conception de toi qui ne tient pas. Et pourquoi ça ne tient pas? Parce que ça n'est pas vrai. Tu as choisi de croire, tu as choisi d'émettre une image. Et c'est comme, je te dirais, admettons, OK, ton costume, ton imposture, ton hypocrisie, c'est comme si tu la tenais les bras dans les airs. OK? Comme une pancarte que tu tiendrais devant toi, je suis ça. OK? Et veux pas, la gravité est là. Donc, tu sais, tenir ta pancarte une heure, une journée, une semaine, ça se peut que tu y arrives. Mais on s'entend-tu qu'au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, ça se peut que tu aies les bras morts de tenir ça dans les airs comme ça? Ben, c'est un petit peu comme ça que ça se vit. Et c'est comme ça, moi, que je l'ai vécu. Mon corps, mon hypocrisie est venue qu'à peser tellement lourd parce que plus tu transportes ton hypocrisie, plus tu transportes ton costume, ton imposture, plus tu te rends compte comment ça pèse pesant. C'est le syndrome de la goutte d'eau. Tu sais, la goutte d'eau, au bout d'une seconde, ça fait rien, mais au bout de quelques heures, elle fait mal comme un clou qui te rentrerait là, dedans. Là. Donc, c'est un petit peu ça. Puis, on n'est pas fait pour se faire accraire qu'on n'est pas ce qu'on est. Tu sais, et ce que j'ai appris par cet espace-là où est-ce que mon corps est devenu complètement dysfonctionnel, brisé et tout ça, tu sais, on appelle ça un burn-out. Ben, tu sais, dans le fond, je suis brûlée de ne pas être moi. J'ai besoin d'un out
pour sortir. J'ai besoin d'avoir le droit d'être moi. Et lorsque le corps crie à la liberté d'être, ben c'est vraiment pas confortable. Puis tu as le challenge de mais qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais avoir le droit encore d'exister? Est-ce que je vais pouvoir encore avoir le droit d'entrer en relation avec des gens? Est-ce que ceux qui m'ont connu sous la forme que j'étais, est-ce qu'ils vont me lapider? Est-ce qu'ils vont me battre? Est-ce qu'ils me renier, m'abandonner? Tu sais, c'est un challenge vraiment pas confortable ou est-ce que tu choisis de faire ton coming out de toi-même? Et j'étais tellement pas ce que j'avais émis, j'étais tellement pas forte. La seule force que j'avais servait à me dire ta gueule, tais-toi et sois n'importe quoi sauf ce que t'es. C'est la seule force que j'avais était là. Donc parce que à l'intérieur de moi, je suis née hyper sensitive, hyper empathe. Donc c'est clair que j'avais une sensibilité. Si tu n'as pas écouté l'épisode sur la sensibilité, la fragilité, tu pourras aller l'écouter. Donc, j'explique vraiment la subtilité, mais surtout les bénéfices d'accéder à cette sensibilité-là, qui est notre espace naturel. Nous sommes des êtres sensibles. Donc, lorsque je me suis donné le droit d'être sensible, et je me suis redonné accès à ma vulnérabilité que j'avais fui parce que j'avais été meurtrie dans ma vulnérabilité. Quand j'étais petite, je me faisais bullier. Là, il y avait dans la rue où est-ce que j'habitais, il y avait 3 petites filles, 3 petites sœurs là. Puis qui avait donc du fun à arriver à me faire pleurer, que ce soit en cachant mon vélo dans le cours parce qu'il y avait un gros chien puis il savait que j'avais peur du chien, que ce soit en choisissant de dire ah viens chez nous puis en rouvrant pas la porte quand j'arrive. Donc il faisait plein d'affaires puis tu sais c'était tellement des banalités mais qui me faisaient me voir dans ma moumounerie, là, j'appelle ça à l'époque là, où est-ce que j'avais choisi de me cacher, ben c'était je me trouvais donc ben moumoune. Donc une moumoune, c'est quelqu'un qui a aucun bon sens au niveau de ça pleure pour rien, c'est fragile pour rien, ça capote pour rien. Donc c'est vraiment j'avais fait de moi une moumoune, je m'étais définie comme une moumoune et pour moi, une moumoune ne pourrait pas survivre et donc, j'ai choisi progressivement de m'entraîner à me durcir, me blinder, me renforcer. Tu sais, c'est vraiment la maternité qui m'a sorti de là parce que, veux pas, tu sais, je tombe enceinte à 19 ans, là, fait que j'avais pas la maturité, puis j'étais encore dans un ego gros de même où est-ce que j'étais j'ai comme amplifié mon ego de devoir être solide parce que je pouvais pas offrir une moumoune comme mère à ma fille. Donc, tu sais, j'avais comme empiré ce phénomène-là d'hyper-solidité où est-ce que j'avais pas accès à ma sensibilité, ma fragilité, ma vulnérabilité. Fait tu sais, c'était vraiment... et j'ai élevé ma fille dans cet espace-là. Puis ma fille était autant, sinon plus sensible que moi. Donc, qu'est-ce que ça fait? J'ai essayé de la convaincre elle aussi qu'il fallait qu'elle soit pas ce qu'elle était, jusqu'à temps qu'on pète toutes les deux. Donc, et son pétage a même pas suffi à me réveiller, là. Ça m'a pris quelques années après, lorsqu'elle a explosé, elle, de son côté. Dans le fond, ça m'a même pas dit « Hey, wake up, là, fais quelque chose ». Ça m'a pris plusieurs années avant d'arriver à me donner le droit d'être vulnérable et sensible. Et à ce moment-là, veux pas par l'œuvre quantique, ben il y a une liberté d'être qui s'est installée chez ma fille comme par magie. Et donc, conjointement, on a renoué avec cet espace-là où est-ce qu'on a le droit d'être sensible et qu'on connaît non seulement la pertinence, mais l'utilité du pleur. C'est par le pleur qu'on goûte à un émoi. Puis un émoi, ça peut être un espace de fierté. Un émoi, ça peut être un espace de pardon. Le pleur a tellement de potentiel. Et je vais probablement, s'il n'est pas déjà dans ma programmation, c'est sûr que je vais faire un épisode pour expliquer toutes l'éventail des possibilités du pleur. Mais
dans cet espace-là où on accède à notre vérité, à notre transparence, ben c'est un espace où on peut être fier de soi juste parce qu'on se donne le droit d'être, parce qu'on sait qu'est-ce que ça exige, surtout si on était déjà, comme moi, que je m'étais mis en prison, que je me donnais pas le droit d'être, ben je suis fière en tabarnouche aujourd'hui quand j'ai quelque chose qui me monte, que ce soit quand je fais mes émissions de podcast ou en réseautage, puis que je parle, puis que là, tout à coup, il y a un émoi, une émotion qui monte et que j'ai la force de la laisser sortir, de me permettre d'être vulnérable et sensible. Surtout qu'aujourd'hui, c'est mon outil de travail. C'est comme ça que je me connecte à ma clientèle. C'est comme ça que les gens sont pas gênés de venir vers moi parce que je m'affiche comme vulnérable. Donc, lorsque vient le temps d'aller dans leurs espaces de vulnérabilité, ben, ils n'ont pas honte. Ils viennent partager avec moi leur leur vulnérabilité pour qu'on en fasse quelque chose, qu'on l'utilise. Donc, c'est vraiment un espace que j'ai dû découvrir progressivement. Ma fille m'a aidé dans ça. Puis, ça a été vraiment un processus où est-ce que il a fallu que ma conception de moi et mon droit d'être ce que je suis, a fallu que ça change. Euh, l'équation mentale. Oh, petite transition. Dans le fond, là, je sais pas si t'es en vidéo, là. Dans le fond, c'est un mini kalimba que j'ai là pour faire mes petits sons. Donc, l'autre chose importante que j'aimerais partager, qui touche peut-être plus au niveau des empathes, des hyperempathes, qui ont tendance à pas vouloir prendre trop de place, les hyperempathes ont une espèce de façon de concevoir l'humanité comme un tout, un ensemble, et ils se connectent plus ou moins volontairement à cette espèce de tout-là. Et c'est comme si, lorsqu'on est trop ou pas assez, on devient dérangeant, un problème de trop, un trouble. C'est comme si on souillait, par notre conception de nous, on vient qu'on a l'impression qu'on souille un tout qui cherche à être beau, lumineux ou peu importe. Donc, je t'invite vraiment à t'observer pour voir est-ce que tu fais de toi ce que j'appelle un agent nuisible ou un agent positif. Et si tu es dans un ou l'autre, ben redonne-toi le droit d'être un agent libre. OK? Donc, tu n'as pas à être négatif ou positif, tu as à être ce que tu es. Dans la mesure où tu as le droit d'être toi, tu deviens positif par le fait même parce que tu deviens un agent harmonisé, donc harmonisateur. Mais c'est pas parce que tu n'as pas le droit de sacrer ou que tu n'as pas le droit de pleurer ou d'être fâché, là. OK? C'est parce que tu es vrai. C'est ça la différence. Les gens ont tendance à, à être sélectifs au niveau des émotions ou état d'esprit, comme si c'était pas permis d'être vrai, là. On est tout ça. On est une boule à émotions, une boule de vitalité. Et si on est sélectif sur les émotions ou les états d'être qu'on a le droit d'être, c'est là qu'on devient un agent nuisible / négatif. C'est pas parce qu'on est en maudit. Être en maudit, puis se donner le droit d'être en maudit, on devient positif. OK? Fait que je sais pas si tu comprends bien la subtilité de ça, mais c'est vraiment là que c'est important que comprendre que plus qu'on est vrai, plus qu'on est un agent, j'aime pas les mots positifs, négatifs, mais c'est bienfaiteur. OK? Donc, plus tu es vrai, plus ta fréquence est harmonisée. Plus tu es hypocrite, moins tu as le droit d'être, plus tu es sélectif dans tes états d'esprit et ta façon d'être, plus tu deviens un agent nuisible parce que tu es distorsionné. Tu n'es plus en harmonie avec ce qui permet ce qui est. OK? C'est ça l'amour inconditionnel. Ça permet ce qui est. Et tout ce qui est a sa place. C'est pas sélectif. Donc, dans cet espace-là, tu n'es plus un agent distorsionné si tu te donnes le droit d'être toi, d'être vrai. Transition par la vie au présent, le choix de croire en moi. C'est vraiment drôle. Je pense que j'en ai déjà parlé dans un épisode où est-ce que, tu sais, j'ai commencé à sortir de la toxicité de ne pas être moi, puis d'être une prodigieuse hypocrite par le biais de apprendre à vivre au présent. Et
apprendre à vivre au présent. D'ailleurs, j'ai une émission qui s'en vient, je pense que c'est 16 ou 17 ou en tout cas très bientôt, il va y avoir un épisode sur la différence entre le présent, passé puis futur. Euh, donc, quand j'ai appris à vivre au présent, j'ai comme compris que mon passé que je transportais, qui m'avait convaincu que j'étais trop ou pas assez, tout dépendant de l'espace d'évaluation, euh, et qui m'a permis d'utiliser ces espaces-là comme d'en faire d'autres choses. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Pourquoi j'ai vécu ça? Pas pourquoi dans le sens, euh, de pourquoi ça s'acharne contre moi, mais pourquoi dans le sens, qu'est-ce que j'avais à apprendre? En quoi ça peut m'être utile? Donc, la vie au présent, c'est reconnaître le potentiel de ce qui est sans le juger. Et c'est comme ça que, quand je raconte dans mon premier livre, dans Confetti ta vie, quand je raconte comment je suis passée de victime à héros face à mon agression sexuelle, j'ai mis le doute pour permettre d'aller chercher un potentiel expérientiel. Donc, mon expérience n'a pas servi à me définir. Donc, parce que c'est sûr que j'étais pas fière, là. Donc, j'étais dans une honte incroyable. C'est sûr que j'étais dans la honte. Mais comment je suis devenue une héroïne? C'est que j'ai choisi de voir le potentiel. Et là, j'étais fière de moi en tabarnouche. Donc, comment on peut utiliser les espaces honteux? C'est en se valorisant. Donc, au lieu de se définir, on garde le focus, on ne regarde que ce que ça nous a apporté. Quelle différence! Parce que c'est pas pour rien que je parle de différence tout le temps, parce que les différences font une différence dans la vie. Donc, quelle différence ça l'a fait dans ma vie? Est-ce que j'ai juste changé d'identité ou j'ai développé un potentiel, j'ai pris conscience d'un besoin, j'ai pris conscience d'une limite, j'ai pris conscience, il fallait que je m'entraîne à communiquer, là. Il fallait que j'apprenne à dire non au lieu de figer. Donc, il y avait plein de choses que j'avais de potentiel que j'avais à faire, des prises de conscience que j'avais à faire. Donc, le pourquoi devient beaucoup plus nutritif, si on veut, quand on le pose dans pourquoi je l'ai vécu, qu'est-ce que j'avais à apprendre sur moi. Là, ça devient super intéressant d'aller dans cet espace-là. Donc, c'est par le biais de la vie au présent. Donc, si j'étais restée dans le passé, quand on vit au passé, on le vit dans le passé avec nos croyances du passé, avec notre identité du passé et on ne peut rien faire avec ça. Donc, ça devient super intéressant de le vivre au présent avec notre maturité d'aujourd'hui, nos compétences d'aujourd'hui. Parce que si on fait juste retourner dans le passé, on ne peut pas voir ce qu'on a aujourd'hui. Tu sais, c'est comme dire quand j'étais à la petite école, je savais donc ben rien, puis de bougonner encore que tu savais donc ben rien à la petite école, ben t'as appris. OK, ben c'est pareil pour les expériences. Euh, et la grande transition pour moi, ça a été vraiment le soloprenariat. Puis c'est pour ça que j'ai fait une série d'entrevues que tu peux aller voir sont sur mon site web, sont sur ma chaîne YouTube dans une playlist spécifique. C'est les chroniques arrière-scène du soloprenariat. Parce que pourquoi j'ai fait ces chroniques-là, ces entrevues-là, c'est parce que je voulais que les gens comprennent que le processus, dans le fond, que moi j'ai découvert lorsque j'ai choisi de devenir solopreneur, c'est que devenir solopreneur, c'est inconsciemment. Il y en a qui le font consciemment, mais il y en a qui sont pas conscients de ce choix-là qui se fait. C'est choisir de croire qu'on a quelque chose à offrir. Et cet espace-là, c'est un espace de fierté. Mais ça s'expérimente par la honte. Et c'est là que ça vient nous titiller au niveau de notre orgueil. Parce que, OK, je vais vraiment comme t'illustrer la chose. Je décide de me partir comme travailleur autonome. La seule chose qui est vraie dans ce processus-là, c'est que je ne l'ai jamais faite. OK? Et bien sûr, comme tout ce qu'on n'a jamais fait, inévitablement, il y a des bonnes chances qu'on soit pas bon carrément, ou maladroit, ou qu'il y ait des bouts qu'on a plus de misère. Donc, qu'est-ce que c'est le soloprenariat? C'est choisir de croire qu'on a quelque chose à offrir et découvrir tout ce qu'on sait pas. Donc, c'est un espace extrêmement paradoxal parce que on a le courage,
on est fiers de nous, on a confiance en nous, on fait le pas de géant qui dit, garde, je me pars en affaires, je choisis de croire en moi, je choisis de croire que j'ai quelque chose à offrir. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on choisit de croire qu'on a quelque chose à apprendre avant tout. Et c'est pour ça que c'est un espace extrêmement difficile et que la majorité ne pousseront pas la chose au bout parce que soit ils se limitent à offrir un produit ou un service et ne conscientisent pas que peu importe le produit ou le service qu'ils offrent, ils offrent avant tout eux. Et c'est pour ça que j'ai développé l'approche du marketing quantique en 2019 parce que le soloprenariat, je fais un épisode là-dessus aussi qui s'en vient, le soloprenariat, c'est une zone pratiquement de développement personnel en quelque sorte. C'est une zone où est-ce qu'on apprend à se connaître, qu'on est conscient de nos blocages, puis qu'on développe l'humilité d'évoluer, de se découvrir, puis d'apprendre. Donc, c'est l'espace par excellence d'expérimentation de toutes les émotions possibles et imaginables de façon prévue et imprévue. Et qu'on fait le choix à tous les matins de rester comme des fous. C'est vraiment incroyable, là, cet espace-là. Fait que si on n'est pas capable de nourrir de fierté ce choix-là qu'on fait à tous les matins, de continuer sans savoir jusqu'où ça va aller, sans savoir quelle une pataraffe en Europe, je ne sais pas si on dit ça, mais en tout cas, quelle montagne russe qu'on va expérimenter, quel inconfort, dans le fond, qu'on va expérimenter. Donc, on doit être fier de ça. On doit être fier d'avoir le courage de continuer, de savoir qu'on s'en va dans une zone totalement inconnue, remplie de surprises, de déceptions et de honte. Et je dis toujours, quand la honte est recouverte d'amour, de cremage d'amour, ça s'appelle l'humilité. Et une coche au-dessus de l'humilité, il y a la fierté. Parce que si on arrive, parce qu'il faut arriver à la mettre, sa couche de crémage d'amour là, par-dessus la honte, là. Ça, là, ça demande énormément c'est un choix qui se fait pas facilement, là. Donc, tu dois arriver à voir que chaque fois que tu te trompes, que tu fais un échec, si tu arrives à mettre le crémage d'amour sur ta honte, tu dois être fier de toi. Parce que il y a juste toi qui vois ta honte peut-être, mais il y a juste toi qui vois ton choix de continuer à t'aimer dans ça. Il y a juste toi qui vois ton choix de continuer dans ça. Donc, tu dois nourrir ta fierté parce que tu te donnes de la valeur en te voyant. Tu te donnes de la valeur en te comparant à hier et aujourd'hui. Et c'est là que tu vas arriver à élever ton estime de toi et que tu vas goûter à l'espace où est-ce que tu vas sentir, tu vas vivre la différence entre la fierté et l'orgueil. Parce que la fierté ne peut venir que de l'intérieur, tandis que l'orgueil, c'est de nourrir une version de toi, c'est nourrir une conception de toi, c'est faire croire à toi ou à d'autres ce que t'es. C'est ça l'orgueil. L'orgueil, quand il est piqué, quand il est déçu, c'est parce qu'on n'est pas arrivé à se faire croire ou à faire croire à d'autres qu'on est quelque chose qu'on n'est pas. L'orgueil est déçu lorsque l'orgueil est touché et l'orgueil est atteint lorsqu'on n'a pas réussi à tenir l'affiche qui promouvoit notre imposture. Donc l'orgueil, pourquoi on est si émotif? Parce que c'est l'effondrement d'une illusion, l'effondrement d'une conception de nous, l'effondrement d'une imposture qu'on espérait qui ne s'effondre jamais. Donc, c'est vraiment ça la différence entre l'orgueil. C'est on se gonfle d'une identité qu'on espère, mais en laquelle on n'est pas. Et lorsqu'on est capable de s'aimer dans l'effondrement de l'orgueil, donc de l'imposture, c'est là que la fierté peut naître. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'était important d'amener la différence entre les deux. C'est une façon de se voir. C'est pour ça que j'enseigne la lucidité identitaire, parce que si tu ne te vois pas dans ton imposture qui gonfle ton orgueil et que tu t'effondres,
et que tu sais pas que tu as l'option de t'aimer dans ton effondrement, que tu sais pas que tu peux être fier de toi d'arriver à t'aimer dans ton espace de honte, tu t'en vas où? Tu t'en vas dans l'espoir de toujours arriver à ne pas être ce que tu es. Et pour l'avoir fait, je sais ce que ça l'exige de se retrouver dans cet espace-là où est-ce que l'effondrement va arriver un jour ou l'autre et qu'on le sait. Et le jour où est-ce que j'ai plus eu besoin de me cacher, c'est vraiment fascinant parce qu'il y a des gens qui viennent me voir. Pourquoi on se sent aussi bien à côté de toi? Parce que je sais pas ce que tu vas faire de moi, mais je te donne le droit de faire de moi ce que tu veux. Parce que j'ai plus besoin de toi pour confirmer ou infirmer ce que j'essaye d'être. J'ai choisi d'aimer ce que je suis, peu importe ce que je vais être. Donc, cet espace-là où moi, je sais ce que je fais de moi, je suis honnête envers moi dans ma conception de moi, du moins du mieux que je peux être lucide, mais je suis vraie. Donc, au départ, je me cache pas. Et si je suis capable, si j'ai été capable de m'aimer dans des espaces extrêmement monstrueux, là, si tu as lu mon deuxième livre, tu vas voir que j'ai été méchante, inconsciemment, involontairement, mais le résultat était le même. Donc, j'ai été monstrueuse à une époque. Et si je suis arrivée à m'aimer en tant que monstre, puis que toi, tu fais de moi un autre bébite terrible, ben, je vais m'aimer pareil. Donc, c'est pour ça que lorsque tu choisis de t'aimer, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais de toi, peu importe ce que tu arrives à être ou pas, il y a une fierté à aller chercher dans je me permets d'être ce qui va me permettre de découvrir ce que j'ai envie d'être. Parce que quand tu n'as jamais essayé, tu sais, moi, quand j'ai été monstrueuse, là, est-ce que j'ai choisi d'être monstrueuse? Non. Je suis allée dans un espace que je connaissais pas. Je me suis égarée, je me suis échappée, je suis tombée dans un tunnel inconnu où est-ce que j'ai découvert que, mon Dieu, mon système de valeurs est donc bien rendu bas pour que j'arrive à agir de la sorte. Donc, comment j'ai pu arriver là? Je ne me connaissais pas et j'ai cru que ça ne m'affecterait pas alors que mon système de valeurs était encore là. Et je sais que je ne referai jamais ça. Et je suis contente de l'avoir faite parce que non seulement je me connais et je sais ce que je ferai plus, mais je sais que tout ce que ça m'a pris 16 ans à me pardonner cette connerie-là. 16 ans! Donc, je sais ce que ça m'a pris pour me pardonner ma monstruosité. Je sais le mal que ça m'a fait de me concevoir comme un monstre. Et je sais ce que ça m'a pris pour me dire je suis capable de m'aimer même en ayant été un monstre. Même si aujourd'hui, je sais que c'était pas de la monstruosité parce que c'était pas volontaire, c'était de l'ignorance, c'était de la détresse profonde. Je le referai pas, mais je suis contente de l'avoir vécu parce que le jour où j'ai accédé à mon pardon, le jour où j'ai fait le choix de m'aimer, même si, parce que c'est ça l'amour inconditionnel, je choisis de m'aimer même si tout ce que je sais pas, tout ce que je connais pas, tout ce que je pourrais faire. Donc, l'espace où on arrive à s'aimer même si, euh, ça a été tellement intense ce qui s'est passé dans mon corps, à l'intérieur de moi. Il y a comme un volcan en éruption qui a jailli, un volcan d'amour euh, que j'ai fait. Wow! Euh, autant que autant que je savais pas que je pouvais me détester, autant que je savais pas à quel point je pouvais m'aimer. Euh, est-ce que est-ce que ça prenait la haine et le mépris pour découvrir l'amour inconditionnel? Je le sais pas. Moi, ça a été ma route. Je te souhaite d'accéder à ça euh, plus facilement. Ou du moins de ne pas te torturer pendant 16 ans. Un an, c'est assez. Euh, mais
la chose que j'ai compris, puis qui a aidé à justement trouver l'axe de mon podcast, c'est que tout ce à quoi on touche, tout ce qu'on conscientise, tout ce qu'on vit, est accessible que par la différence. Si j'avais pas touché à la haine puis au mépris, est-ce que j'aurais été capable de toucher à autant d'amour? Je le sais pas. Je vais être honnête avec toi, je le sais pas. Mais c'est la logique même. J'en parle dans mon deuxième livre, Et si Dieu était matière, que si tu arrives dans une pièce blanche où tout est blanc, tu es blanc, tout est blanc, tu ne verras rien. Même si la pièce est pleine de meubles, de quoi que ce soit, puis tu ne verras rien. Donc, tout ce qui est accessible par une différence. Donc, que ce soit une différence émotionnelle, identitaire, relationnelle, dans le fond, c'est expérientiel. On doit vivre l'expérience de la différence pour être capable de toucher à quoi que ce soit. Et moi, c'est dans les bas-fonds de la honte, de la haine et du mépris, de la culpabilité, que je suis allée toucher à l'amour de moi. C'est fou. C'est tellement paradoxal, puis je te souhaite pas d'aller toucher le fond. Je suis vraiment curieuse de savoir comment on peut toucher à cet amour-là. Puis c'est vraiment impressionnant parce que le seul autre amour aussi fort que j'ai touché dans ma vie, c'est l'amour de mon homme, de mon conjoint. Ça me, ça me touche de te partager ça. C'est la première fois que j'en parle. Euh, Mon chum, ça a été vraiment un processus particulier. Puis je sais pas pourquoi je parle de ça. Je sais même pas si ça a à voir avec l'orgueil ou la fierté. Je m'en fous, j'ai envie de te parler d'amour. Euh, Quand j'ai connu mon chum, mon estime de moi était... la monstruosité venait de se produire, ça faisait même pas un an ou deux. Là. Donc j'étais dans un espace où mon estime de moi était très, 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 très basse. Et tu sais, mon chum a choisi de m'aimer, puis je trouvais ça fou. Puis progressivement, tu sais, j'ai appris à l'aimer, tu sais, et l'amour a comme pris de l'ampleur progressivement. Ça fait 21 ans aujourd'hui qu'on est ensemble. Puis c'est comme si c'est fascinant. Tu sais, puis j'ai comme des, tu sais, je sais pas, c'est peut-être des vagues à peu près aux 3 ans, ou je sais pas, des fois c'est peut-être au bout d'un an, des fois c'est peut-être au bout de 5 ans, je sais pas. Mais il y a comme des paliers, c'est vraiment drôle que je te parle de ça. C'est comme si il y a des paliers où est-ce que l'amour prend de l'ampleur. Puis au fil des ans, je suis tout le temps surprise parce que je me dis, mon Dieu, je nous aime donc bien, je l'aime donc bien, j'aime donc bien. Euh, c'est comme si je reconfirmais mon choix d'être avec lui. Puis j'aime donc bien ça, refaire ce choix-là. Puis il y a comme à chaque fois une dimension différente que je suis comme, comment ça j'arrive à l'aimer plus alors que j'étais tellement ébahie de l'aimer donc bien? Et c'est vraiment fascinant parce que c'est vraiment comme une espèce d'hyper-présence à tout ce que contient notre amour. Euh, Parce que avec le temps, puis c'est vraiment drôle parce que, tu sais, au début, quand on s'est connus, bon, il y avait peut-être des choses que j'aimais pas dans sa façon, je sais pas moi, de bouger, d'être sur son corps. J'aimais peut-être pas 100% de son corps ou peu importe. Puis probablement que lui aussi, il y avait des choses qui l'agaçaient ou tu sais, donc toutes ces petites choses-là qui fait que j'ai aimé choisir d'aimer même ce que j'aurais pu ne pas aimer. Et, et aujourd'hui, quand à chaque année on arrive à notre date, euh, je suis fière. Ah, tu vois, c'est là que
que je voulais amener. C'est bien drôle, hein? Je savais même pas que je m'en allais là. Je suis fière d'avoir choisi d'aimer même ce que je n'aimais pas. Et je crois que c'est ça qui amplifie l'amour que je vis et les étapes, les dimensions qui s'ajoutent à l'expérience amoureuse que j'accepte de poursuivre, de continuer et de nourrir avec mon chum. Donc, c'est particulier parce que je viens de toucher live avec toi devant mon micro puis ma caméra à que je suis fière de faire le choix de nourrir et d'aimer au-delà de. Donc, c'est un bel espace. Merci, bravo à moi. Parce que, oui, je comprenais pas pourquoi je te parlais de ça. Puis, je comprenais pas pourquoi je pouvais tout le temps l'aimer plus. Mais dans le fond, ce que je nourris, c'est ma présence au choix que je fais d'aimer tout. Alors, étape suivante. Tu me le diras dans les commentaires, tu marqueras dans les commentaires si t'aimes ça ou pas, les étapes avec le petit bruit. C'est une expérience totalement inusitée que je fais. Je cherchais un petit bruit le fun, puis j'ai cherché un xylophone, puis j'en ai pas trouvé, fait que j'ai pris un mini kalimba. Tu me marqueras dans les commentaires. Alors, je t'amène concrètement, clairement et le plus résumé possible la différence entre la fierté et l'orgueil pour que ça devienne une zone concrète pour toi et que tu enfin accèdes à ton droit à la fierté et que tu rayonnes de tout ton potentiel émetteur, de la richesse que tu choisis d'aimer, de reconnaître en toi. Donc, la fierté. La fierté ne peut venir que de l'intérieur parce qu'elle est basée sur la reconnaissance de soi. OK? C'est aussi simple que ça. L'orgueil. L'orgueil naît d'une conception de soi, donc c'est identitaire et relationnel, bien sûr, donc et relatif, car c'est nourri par un ego issu de la comparaison. Et pourquoi c'est si fragile, un orgueil? C'est que ça peut s'effondrer n'importe quand. Et ça, on le sait, consciemment ou inconsciemment, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui connaît l'imposture et que ça sait que ça peut s'effondrer. Donc, ça crée beaucoup d'insécurité, beaucoup de distorsions vibratoires et c'est ce qui fait que les gens vont moins venir vers nous. Donc, pour un solopreneur, c'est super important de sortir de là parce que ça fait fuir la clientèle. Donc, lorsqu'on parle d'être blessé dans son orgueil, c'est parce que ça vient de la comparaison. Donc, c'est parce qu'on se quantifie de trop ou pas assez. OK? Donc, c'est vraiment, si tu veux, si tu te vois, tu te constates blessé dans ton orgueil, c'est que tu es sous l'emprise d'un ego, donc une conception de toi, consciente ou pas. T'es fragilisé dans, tu croyais être quelque chose, t'espérais être quelque chose, donc t'es dans une imposture qui vient de s'effondrer, donc t'es réactif, t'es blessé dans ton orgueil. Donc, j'explique souvent que lorsqu'on vit des émotions, c'est la confrontation entre deux réalités. Ben, c'est un petit peu ça. Un ego, c'est rempli de croyances, tandis que quand les croyances s'effondrent, une imposture s'effondre, une conception de soi s'effondre, c'est là que l'émotion va surgir, donc on va soit être agressif, parce que ça vient de la comparaison, il y a de la mesure dans ça, de la quantification. Donc, pour nourrir ta fierté, tu pars de toi et ça va être beaucoup plus confortable. Maintenant, challenge le incitatif d'intégration. Le challenge, alors je t'invite vraiment à exprimer une fierté. Tu peux le mettre dans ma commentaire là, sous cette vidéo-là. Sinon, fais-le sur Facebook ou le média social que tu voudras. Je t'invite vraiment à exprimer une fierté de toi. Vante-toi. On dit ça, se vanter, ben dans le fond, c'est se vendre. Donc, vends-toi avec amour et reconnaissance. Donc, je t'invite vraiment à exprimer une fierté, te valoriser publiquement, là, OK? Donc,
en commentaire sur la vidéo, j'aimerais vraiment ça parce que on va tous partager nos petites fiertés, mais ça peut être là, tu sais, si tu veux pas le faire sous cette vidéo-là, tu peux le faire sur Facebook, on s'en fout, là, ou le média social que tu voudras, mais je t'invite vraiment à le faire pour vivre cette liberté d'être là, que tant qu'on l'a pas vécu au moins une fois, on peut pas y prendre goût, on peut juste en avoir peur. Donc, vis-le au moins une fois. C'est un challenge officiel que je te lance de te valoriser, de te vanter et d'être fier de toi publiquement. Si tu peux le faire verbalement, ce serait encore mieux parce que tu vas goûter à ta sincérité. Tu vas voir si tu es capable ou tu vas sentir ta retenue ou tu vas sentir ta gêne ou tu vas te sentir, tu vas sentir où est-ce que ça coince. Donc, de le faire verbalement, je t'encourage vraiment. Tu vas plus constater, oh, il faut que je travaille ça ou, hey, finalement, ça goûte bon. Donc, cet espace-là, tu vas plus goûter dans ton corps si tu le fais verbalement à voix haute. Tu peux le faire devant le miroir, devant n'importe qui, mais fais-le. Et si tu n'as pas l'occasion de le faire verbalement, ben fais-le au moins par écrit ou peu importe. Donc, vante-toi avec amour et reconnaissance. C'est le challenge du jour. Par contre, si tu te rends compte que ça coince, tu as de la misère dans ton entreprise, tu sens que ton magnétisme ne fonctionne pas, ben je t'inviterais vraiment à venir en consultation privée. On va pouvoir évaluer l'ampleur du phénomène pour voir est-ce que c'est juste une petite croyance, un petit blocage que tu as ou vraiment c'est identitaire ou tu as peut-être un traumatisme ou peu importe. Là, il peut y avoir beaucoup de choses qui ont donné naissance à ce comportement-là qui te fait que tu as tendance à t'effacer puis que tu n'es pas capable d'être fier de toi parce que tu sais, en consultation privée, je vais être capable de voir si c'est toi qui t'es fait croire ça, si c'est un traumatisme, si c'est une expérience, ou on t'a convaincu que, donc, tu sais, mes facultés de me connecter à toi, ce que je parlais tantôt, là, ma vulnérabilité qui me permet de toucher à la tienne, qui me permet d'entendre tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ben, en consultation privée, je vais être capable d'aller toucher l'essence de ton inaptitude, donc ton incapacité à te faire briller, te mettre de l'avant, à rayonner et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment plus en consultation privée que je peux t'aider avec ça. Donc, tu peux prendre un rendez-vous là, sur gorendez-vous.com/Chantal. Tu vas pouvoir prendre un rendez-vous ou un appel découverte. Je vais pouvoir te guider aussi, là, c'est vraiment comme tu le sens, mais c'est le genre de choses avec lequel je peux t'accompagner en consultation privée. C'est ce qui termine la conclusion, mais il nous reste le bonbon du jour, le mantra. Donc, comment pouvoir te repositionner dans la différence entre fierté et orgueil? Je te donne le mantra du jour. Puisque je suis la seule personne qui sait vraiment ce que cela me demande de progresser, je me donne le droit d'être fière de moi et d'exprimer ma joie et ma valeur à chaque pas. Donc, je répète, puisque je suis la seule personne qui sait vraiment ce que cela me demande de progresser, je me donne le droit d'être fière de moi et d'exprimer ma joie et ma valeur à chaque pas. C'est mon mantra de la semaine pour te permettre d'accéder à la fierté de la façon la plus saine possible. Et on se voit la semaine prochaine avec l'épisode 15 où est-ce qu'on va parler de la différence entre penser et créer. Ça, là, je sens que je vais m'amuser avec ça, solide. Alors, je te remercie pour ta présence, ton écoute. Bien sûr, je t'invite à partager. Et il y a autant tu peux mettre des commentaires sous la vidéo qu'aller sur le formulaire La richesse des différences si tu veux me contacter personnellement ou secrètement là, sur larichessedesdifférences.ca, tu as un formulaire que tu peux me contacter et partager, bien sûr, parce que la fierté, on devrait tous avoir le droit d'accéder à ça. Je crois sincèrement que ça peut aider un maximum de gens. Je te remercie à l'avance pour tes partages et tes commentaires. Et si tu réponds au petit challenge, ben ça va me faire encore plus un petit velours dans mon cœur. Alors, je te souhaite une excellente semaine. On se voit vendredi prochain.
Bye bye.